Donc, bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Christophe Massard, oncologue médical. Donc, je partage mon temps avec Gustave Roussy entre les phases 1 et le génito-urinaire, principalement cancer de la prostate, cancer du testicule, et donc le pénis c'est vraiment très rare. Je ne sais pas encore une fois qu'il y a eu l'idée, mais mes conflits d'intérêt comme tout oncologue médical qui se respecte. Movember, donc il y a pas beaucoup de moustaches, là, beaucoup de barbe. Il faudra couper ça, comme dit Monsieur Fizazi. Donc il y a un article, il faut que vous ayez lu, hein, qui date de 20 ans, la thèse du professeur Soria sur, donc qui était une des premières séries, je pense, de Gustave Roussy, hein, sur la prise en charge du cancer du pénis avec professeur Monsieur Soria et Monsieur Fizazi. C'était ton interne, ça. Donc, donc c'est voilà, c'est une maladie rare. Donc comme vous l'a dit Cyrus, c'est une maladie rare en stade localisé, encore plus rare en stade métastatique. Et donc globalement, l'idée c'est de vous discuter un peu des perspectives, sachant que vous allez voir le pronostic de cette maladie est catastrophique. Et donc cette année, il y a eu 2-3 papiers assez intéressants sur les anomalies moléculaires. C'est pour ça qu'on peut vous en parler. Et puis je pense que comme vous êtes la génération 2016, vous ne pouvez pas nous poser la question de l'immunothérapie, quoi. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça va être exploré? On ne sait pas. Alors, les stades avancés, donc ça c'est un article de Lance Pagliaro qui est un des experts de ce domaine. Donc, vous voyez, on ne parle pas volontairement de la prise en charge des localement avancés qui est assez complexe. Et donc si vous participez à la RCP du Roux, vous allez voir, c'est des dossiers assez compliqués. Savoir quel est le traitement local de la tumeur, qu'est-ce qu'on fait sur les ganglions, est-ce qu'on fait un traitement périopératoire, donc préopératoire avec de la chimiothérapie, est-ce qu'on assiste à la radiothérapie, le curage. Globalement, ce que vous devez retenir, c'est que les stades avancés ou métastatiques relèvent malheureusement le plus souvent d'une prise en charge palliative. Alors, quel est le pronostic de ces cancers? Donc, des patients qui ont des ganglions massivement envahis inguinal ou pelviens. Vous connaissez les taux de survie? 16. Taux de survie à 5 ans. Je vous connais un petit peu là. Je passe 80%, 50%. Vous avez déjà vu la courbe de survie que vous a montré Cyrus, hein. Donc c'est assez catastrophique, hein. Donc les patients, on va dire N3, donc pelviens ou métastatiques, ils sont entre guillemets tous morts à 5 ans. Et vous voyez déjà, dès qu'il y a des ganglions en fait, inguinaux palpables, en particulier bilatéral, on tombe à des taux de survie inférieurs à 50%. Donc c'est une maladie qui est gravissime, même quand vous avez des ganglions en fait, qu'inguinaux, et quand vous avez des ganglions pelviens, c'est aussi une maladie métastatique avancée en fait, probablement incurable. Donc ça c'est compliqué parce que les patients sont souvent pris en charge pour une maladie locale. Il y a un certain nombre de patients, je pense, on ne comprend pas totalement encore pourquoi ils évoluent, même quand ils ont parfois des petites tumeurs. Donc on passe de la prise en charge d'une maladie curable à une maladie métastatique incurable et qui n'est pas si métastatique que ça. Donc ça c'est assez compliqué dans la prise en charge des patients. Après, ce que vous devez retenir aussi, la deuxième chose, donc c'est une maladie grave et c'est une maladie qui est essentiellement loco-régionale. Donc je pense que qui a vu des patients qui ont un cancer de pénis s'avancer dans la salle là? Levez la main. Bon, c'est pas là, un peu la moitié quand même. Ils meurent de quoi ces patients? De complications loco-régionales en fait. Ils meurent rarement d'asphyxie due à des métastases pulmonaires, rarement des métastases hépatiques. Ils meurent soit de cachexie dû à des complications locales, soit des envahissements locaux majeurs avec parfois des hémorragies ou des thromboses massives. Et donc c'est une évolution qui est assez invalidante, hein. Et globalement, on sait que et cette phase, elle est assez prolongée en fait. Donc ces patients-là, même s'ils sont en stade métastatique incurable, il y a un certain nombre de personnes qui vivent, alors c'est clair qu'ils ne vont pas vivre malheureusement 5 ans, mais ils vivent 1 an, 1 an et demi, 2 ans. Et vous allez voir que les traitements ont une certaine efficacité en fait. Et par contre, il y a très peu de patients qui se présentent d'emblée métastatiques ou qui se présentent d'emblée avec des anémiopathies pelviennes. Alors c'est ça en fait, ça ressemble à ça en fait. Progressivement, les chimiothérapies vont devenir de moins en moins efficaces, il y a une évolution qui est essentiellement locale, avec des anémiopathies, avec des nœuds de perméation, des envahissements pelviens, éventuellement osseux. Et en fait, malheureusement, il y a rarement des métastases à distance. Donc les patients meurent rarement de leur métastase à distance. Ils meurent principalement des complications liées à l'alitement, à la cachexie, en fait. Alors, quelle chimiothérapie? Frédéric. Bigot, non? En gros, il n'y a pas de standard entre guillemets, il y a des recommandations. Il n'y aura jamais de phase 3 randomisée, hein. Vous vous rendez bien compte qu'avec si peu de patients, si peu de patients métastatiques, c'est très compliqué de faire des essais cliniques, c'est très compliqué de faire des protocoles, en particulier avec des industriels, parce que c'est une maladie qui est plutôt rare, qui les intéresse moyennement, entre guillemets. Même au niveau académique, c'est compliqué, parce qu'en fait, vous avez vu, il faut être plusieurs, se mettre à plusieurs pour pouvoir inclure des patients. Donc vous allez voir les principales séries, il y a 20, 30, 40 patients en fait. Et donc en fait, comment on fait pour raisonner avec cette maladie? Quel traitement vous avez vu qu'on faisait chez ces patients dans vos services? Voilà le type. Taxol, l'oxamplatine. Sinon, parce que le type c'est un peu agressif, hein. Il y a d'autres traitements en fait. À base de cisplatine, 5 FU cisplatine.
Et parfois, on fait un peu d'herbitux. Non, vous n'avez jamais vu ça? Herbitux, jamais. Ok. Donc, on raisonne sur cette maladie comme avec les autres tumeurs épidermoïdes. Donc, carcinome épidermoïde ORL, carcinome épidermoïde du col, carcinome épidermoïde de la vulve, carcinome épidermoïde de l'anus, en fait. Qui sont aussi en particulier des tumeurs HPV, hein. Donc, il y a différents régimes, il n'y a pas vraiment de standard. Il y a donc le traitement en fait, qui avait été proposé en particulier par l'équipe américaine du MD Anderson, le TIP. Il y a le 5-FU platine qui reste en fait un des traitements qui est pas trop toxique et qui est globalement efficace. Il y avait de vieux traitements dans la littérature qui utilisaient la bléomycine qui sont plus utilisés, hein, parce qu'on n'utilise quasi plus la bléomycine à part la maladie d'Hodgkin et la maladie et les tumeurs germinales. Le cetuximab n'a pas d'AMM, vous allez voir, ça se discute de plus en plus entre guillemets à discuter avec le pharmacien en fonction du remboursement. D'autres traitements, on pourrait discuter éventuellement d'autres traitements à base de platine. Alors ce qui est important pour les internes, on va y revenir, c'est de considérer qu'il n'y a pas vraiment de standard, qu'on vous a dit c'est des patients plutôt âgés, donc il y a des gens qui ne supporteront pas le type, hein. Un monsieur de 70 ans, il va avoir un peu de mal avec une chimiothérapie avec 3 drogues, donc il faut vraiment adapter à la technique du patient. On peut faire du platine seul, du platine 5-FU. Vous voyez, la plupart des études, il y a eu une étude française qui avait testé l'irinotecan cisplatine, qui n'était pas très efficace, ou qui n'était pas plus efficace que le traitement standard. Et vous voyez que toutes ces études ont inclus 20-30 patients avec 10 ou 15 centres sur plusieurs années. Donc vous voyez, il y a un vrai défi à faire des essais cliniques dans cette maladie. C'est pour ça qu'on essaye parfois de raisonner par rapport à des maladies plus fréquentes. Et puis il y a le type, vous voyez, qui donne des réponses assez intéressantes, en particulier dans des stratégies péri-opératoires, mais qui est quand même plus toxique, hein. Alors vous savez, le type du pénis, c'est pas le type de ta tumeur germinale. Ça, il faut bien que vous l'intégrez, parce que je pense que c'est rare que dans votre hôpital, il y ait le protocole standardisé du type du pénis quand même. Non, je pense que ça n'existe pas, quoi. Donc en fait, il va falloir aller dans la publication de Pagliaro, de JCO, et revoir les doses. Parce qu'en fait, si vous faites un type de tumeur germinale, en fait, ça va mal se passer, quoi. Parce que c'est 20 ou 30% de fois la dose. Et quelqu'un qui a 60 ans, il va mal supporter le type du gamin de 20 ans. Donc en fait, c'est des doses en fait, qui sont adaptées, mais qui sont déjà assez fortes. Donc de Taxol, 75 mg/m², de l'Oxan sur 3 jours, des cisplatines sur 3 jours, mais c'est une dose modérée de cisplatine. Avec du GCSF, des numérations, il faut appeler les patients. Les gens meurent principalement de quoi? De d'aplasie fébrile et de complications infectieuses. Donc c'est quand même pas une chimiothérapie très aisée à manier en fait. Alors c'est clair que c'est limité, les patients vont rechuter, il n'y a pas de standard. Donc en deuxième ligne, en fait, on fait quoi? On fait du Taxol hebdomadaire parfois, du 5-FU. Et malheureusement, la plupart des personnes décèdent de leur évolution dans l'année qui suit la maladie métastatique. Donc il y a deux espoirs, entre guillemets. Aujourd'hui, c'est plus un espoir. La première, c'est la médecine de précision. Donc, je pense que vous connaissez tous ce que ça s'appelle la médecine de précision, hein. Donc on fait analyse moléculaire pour inclure dans des essais. Donc si vous n'avez pas d'essai, faire de la médecine de précision, aujourd'hui, pour un cancer du pénis, ça c'est compliqué, hein. Donc un monsieur qui ne peut pas participer à un essai clinique, c'est probablement inutile de lui faire un portrait moléculaire parce qu'en fait, vous allez voir sur des altérations moléculaires qui commencent à être bien connues. Si vous n'avez pas d'essai, en particulier de phase 1 pour ces patients, parce qu'il n'y aura pas d'essai dédié pénis, en fait, c'est un peu frustrant de faire un portrait moléculaire. Donc c'est pas une démonstration. Donc vous savez, avec Gustave Roussy, on est croyant. On pense qu'il faut inclure les patients dans les essais. On pense qu'il faut probablement faire des portraits moléculaires pour faire participer à des essais cliniques. Donc ça, c'est une chaîne, en fait, c'est un cercle vertueux. Si vous ne pouvez pas avoir accès à un essai clinique, ou si le monsieur ne veut pas participer à un essai clinique, ou s'il est trop âgé, s'il a trop de comorbidité, en fait, ça ne sert à rien de faire un portrait moléculaire. Donc c'est le principe de cette médecine de précision. Vous avez les 3 pénis, en fait, ont 3 maladies différentes, on essaie de choisir les anomalies moléculaires. Donc parfois, en fait, ça marche et on est content, parfois ça ne marche pas. Alors parfois, on donne un médicament qui active la tumeur. Donc, vous avez un exemple, parce que là, il y a un exemple, vous allez voir dans le pénis, où vous pouvez donner un médicament qui va activer une tumeur épidermoïde. Un médicament qui bloque un gène, qui peut être un gène suppresseur de tumeur et un gène BRAF, pas trop BRAF, non, BRAF, soit ça marche pas, quoi. Tu n'actives pas la tumeur avec du murafenib, quoi. Alors, tu donnes du spinocellulaire, tu crées des spinocellulaires, mais tu n'actives pas la tumeur primaire. Je sais pas. Notch, vous ne connaissez pas Notch? Notch inhibiteur. Les Notch, en fait, vous savez, Notch, il peut être muté dans un certain nombre de cancers. Il peut être gène oncogénique, donc quand vous bloquez la tumeur. Un exemple. Pernel, un exemple. Carcinome kystique de la parotide. Voilà. Les leucémies aiguës lymphoblastiques T, elles ont des gènes suppresseurs de tumeur, elles ont des gènes activateurs de la tumeur. Et puis Notch, il peut être un gène suppresseur de tumeur. Quand il est muté, il bloque la tumeur. L'exemple? Comment? Carcère à petites cellules et spinocellulaire. Donc quand vous donnez en fait un inhibiteur de Notch et un spinocellulaire, ça le fait grossir. Donc ça, il faut le prendre en compte parce que parfois, vous allez voir, les altérations moléculaires sont assez complexes. Donc
Donc on revient un peu à la prostate, c'est quand même la maladie de Movember quand même. Donc vous savez, comme dans le cancer de la prostate, probablement les tumeurs générales c'est aussi vrai, il n'y a pas un cancer. Et donc quand on fait des analyses moléculaires, on peut différencier les différents types de cancers. Et probablement que les cancers ne sont pas tous les mêmes. Donc on l'a vu, un BRCA, c'est vraiment le truc, je pense que vous connaissez tous cette slide. Bon, il faut biopsier les patients. Si vous voulez bloquer en fait Dark Vador, ça peut être intéressant de s'intéresser à Anakin, mais bon, c'est pas... Et donc on a différents protocoles, à Gustave Roussy, à Curie, où on biopsie les patients. Donc c'est de la recherche clinique, on n'a pas démontré qu'il fallait le faire chez tout le monde. C'est pour ça que ça reste encore de la recherche, c'est un essai clinique. Le principal intérêt de ces protocoles, c'est quoi? C'est de faire un portrait moléculaire pour trouver une anomalie qui pourrait faire participer les personnes à des traitements dans des essais cliniques. Malheureusement, la plupart des anomalies font guider les patients pour des traitements qui ne sont pas commercialisés. Alors dans le pénis, qu'est-ce que vous pouvez imaginer ou qu'est-ce que vous connaissez comme anomalie moléculaire? Là, c'est compliqué, hein, parce que vous ne connaissez pas la curithérapie. Peut-être on vous a jamais posé la question des anomalies moléculaires du pénis. Hein. C'est vrai que ce n'est pas la question qui vous obsède tous les matins hein, à la visite, là, non? Pardon? J'ai pas... EGFR, bah oui, EGFR, je vous ai montré EGFR. Quoi. Donc il y a des implications EGFR, comme dans d'autres maladies. Après, est-ce que c'est une vraie target? C'est discutable, mais c'est vrai, ça existe. Il y a des altérations comme dans d'autres tumeurs de l'anus, du col, PI3 kinase AKT-mTOR. C'est des anomalies très très fréquentes qu'on retrouve dans les tumeurs du pénis. Puis il y a plein d'autres anomalies. Donc il y a 3 papiers qui sont sortis cette année. Hein. Donc c'est des tumeurs rares. La plupart de ces papiers ont analysé 20 patients, 30 patients. Donc c'est-à-dire qu'en gros, ça ne concerne pas des centaines de patients. Mais toutes ces publications, enfin il y a ces 3 publications montrent qu'il y a des altérations. Alors P53, ça ne nous aide pas beaucoup. PI3 kinase, qui est muté, EGFR et Notch. Donc en fait, il y a probablement, alors c'est des petites séries, mais il y a probablement 20 ou 30%, c'est compliqué de dire. Il y a des altérations d'une voie quand même qui est très très particulière aux tumeurs épidermoïdes. Et donc ça, c'est le deuxième papier qui retrouve à peu près les mêmes anomalies. Donc vous voyez, on retrouve en fait ce qu'on connaît dans les autres tumeurs cancéreuses, hein, donc des anomalies fréquentes, parfois qui ne nous aident pas trop, hein, P53, les cyclines, c'est pas très très évident. Et par contre, P3 kinase, EGFR, Notch sont probablement les 3 en fait pathways qui semblent émerger dans la tumeur du pénis. Donc vous avez vu, il n'y a pas de vrai traitement commercialisé pour les tumeurs du pénis, il n'y en aura jamais. Hein. Dans les 5 ans qui viennent, c'est peu probable c'est même improbable qu'une phase 3 de randomisée arrive et démontre un traitement standard. Donc en fait, soit il va falloir montrer dans des études petites ou par des accès compassionnels qu'il y a un effet assez important avec ces médicaments pour peut-être imaginer un approval. Et donc dans Moscato, on n'en a pas beaucoup dans un protocole qui s'appelle Moscato avec Gustave Roussy. On n'a pas beaucoup de biopsies de patients parce que c'est quand même très rare. On a biopsié quelques patients, donc un monsieur de 60 ans qui avait une tumeur très évoluée d'emblée, hein, donc il n'a pas eu un traitement local de type curithérapie, il a eu une amputation avec une évolution ganglionnaire assez rapide, inguinale, non métastatique. Il n'était pas métastatique. Et donc il a eu une biopsie Moscato très simple, vous savez, ça sent sous la peau, donc c'est hyper simple pour faire la biopsie. Donc vous voyez, il a un portrait moléculaire assez classique avec un profil très remaillé et une amplification EGFR. Donc, est-ce que l'amplification EGFR est une target pour des anti-EGFR? Renan? Est-ce que l'amplification, la surexpression EGFR est une bonne cible pour les anti-EGFR? C'est pas très évident quand même. Donc ça, on pensait il y a 10-15 ans. Aujourd'hui, il n'y a aucun médicament qui est approuvé avec un anti-EGFR sur une amplification ou une expression d'EGFR. C'est soit des mutations EGFR, soit en fait des non-mutations de Caras. Donc là, ce que je ne vous ai pas montré, c'est dans les tumeurs de pénis, il y a très rarement de mutations Caras. Donc ça renvoie, elles sont souvent RAS wild type, donc ce qui renforce l'idée que peut-être les anti-EGFR pourraient être intéressantes. Et ce monsieur aussi, il avait une délétion de PTEN. Donc à l'époque, on avait un essai de phase 1 avec un anti-EGFR et une inhibiteur d'mTOR. Donc vous voyez, 2 patients pénis qui ont été inclus et qui ont eu des réponses, alors, des stabilités à moins 20, moins 25%, donc n'était pas en réponse partielle, mais assez prolongée. Donc un monsieur qui a été en traitement pendant quasi plus d'1 an. Donc c'est ça en fait, c'est des masses qui sont inguinales, monsieur il n'est pas métastatique, hein. Et en fait vous avez une réponse qui est assez de bonne qualité, prolongée. Donc ça on connaît hein, avec les anti-EGFR, il y a plusieurs cas cliniques entre guillemets, donc ça a commencé avec des cas cliniques de différentes équipes, hein, en particulier Andrea Necchi et l'équipe du MD Anderson de Lance Paligaro qui ont montré que des patients traités par panitumab ou cetuximab, alors ce qui est compliqué c'est seul ou en chimiothérapie, et vous aviez en fait des réponses objectives. Après, vous comprenez bien qu'il n'y aura jamais aucun industriel qui va demander une AMM, que dans l'état actuel des finances de la France, c'est compliqué de donner ce médicament comme ça. Après, je pense qu'au cas par cas, ça peut se discuter
en RCP avec l'accord du directeur, de votre pharmacien. Donc c'est un patient tous les 10 ans ou un patient tous les 5 ans, hein, de discuter si le patient résiste à une chimiothérapie, à un traitement d'anti-EGFR. Donc c'est ça. Donc avec des réponses qui sont assez intéressantes et des réponses, donc dans la cas du MD Anderson, vous voyez que les patients ont des réponses partielles qui sont de 6 à 9 mois. Donc c'est de la thérapie ciblée, il y a des résistances secondaires et malheureusement en fait, vous ne guérirez pas les gens avec ces médicaments. Mais vous pouvez probablement améliorer leur qualité de vie. Il y a un médicament qu'il faut essayer d'éviter de donner à ces patients-là. Donc comme dans beaucoup de carcinomes épidermoïdes localement avancés, c'est les antiangiogéniques. Donc ça c'est la mauvaise idée. Donc il n'y a pas d'AMM, il n'y en aura jamais, il n'y aura probablement jamais d'essai. En fait, si vous donnez du Sutent ou du Nexavar parce que vous avez envie de faire, je sais pas moi, un peu d'expérience, en fait vous allez faire quoi? Vous connaissez les poumons épidermoïdes sous Avastin là? Ça marche très bien. Hein. Donc vous savez, l'Avastin, je crois, est approuvé dans le col, c'est ça, dans le cancer du col. Il y a une très bonne activité. Par contre, vous avez des réponses très, très importantes et très rapides, avec des hémorragies ou même des nécroses massives, où vous allez faire un trou en fait. Donc là, vous savez, là, derrière, il y a quoi? Il y a l'artère fémorale qui passe. Donc c'est pas autorisé et c'est même dangereux. Donc en dehors d'un essai clinique, il ne faut pas le faire. Même dans un essai clinique, nous, on en a traité quelques-uns. En fait, c'est catastrophique. Donc il faut essayer, si vous le faites, il faut vraiment encadrer les choses. Et comme toutes les tumeurs épidermoïdes, on sait que les antiangiogéniques ont un effet un peu paradoxal qui peut être délétère pour les patients. Alors l'immunothérapie, on n'a pas de données en fait. Donc vous savez, c'est un deuxième patient cancer de prostate, qui est suivi avec Gustave Roussy par Yoann Loriot. Ipilimumab radiothérapie, ça marche pas, hein, vous savez. Et ce monsieur, il est en rémission complète depuis 4-5 ans. Donc l'immunothérapie, vous savez, c'est en train de changer clairement les choses. Ça vous connaissez. Il y a plusieurs médicaments, hein, nivolumab, pembrolizumab, ipilimumab, tremelimumab. Il y en a qui sont approuvés, il y en a qui sont en cours de développement. Et ça marche partout en fait. D'accord? Ça marche partout. Est-ce que vous pensez que ça peut marcher dans les tumeurs du pénis? Ouais, peut-être. Pourquoi? HPV, épidermoïde. Okay. Et si je vous dis qu'on a traité avec Gustave Roussy 5 patients qui n'avaient aucune réponse? Faut continuer? On y va? Vous y croyez, hein? Docteur Marabel vous a intoxiqué, quoi. Donc il y a un rationnel, vous avez raison. Hein. Donc il y a un papier récent encore qui est publié dans Annals de l'équipe du Michigan qui montre que c'est la même équipe, ils ont fait le profil moléculaire, sur les mêmes patients ils ont fait l'expression PD1. Et ils montrent que 2 tiers des tumeurs du pénis ont une expression PD1 forte tumorale. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. Hein. Ils ont traité personne. Il n'y a pas trop de différence entre les tumeurs métastatiques et primitives, mais ce sont des rechutes assez rapides. Après, vous pensez à quel taux de pourcentage on peut espérer que ça marche? Est-ce que vous pensez que ça va marcher à 80% comme dans le mélanome? Probablement pas. Est-ce que vous pensez que ça marchera comme dans les MSI? Probablement pas. Combien? 50%. Donc 50%, c'est même plus que la vessie, plus que le poumon, plus... Probablement pas en fait. Donc c'est quoi le taux de réponse des cancers ORL, des cancers du col aux immunothérapies là? Voilà, 15-20% en fait. Donc en fait, ça veut dire qu'il va falloir traiter un certain nombre de patients avant qu'on sache. Et donc, il y a un protocole axé, donc il n'y aura pas de protocole industriel. Je pense qu'il n'y a aucun industriel qui est intéressé à développer un PD1, PD1 dans des tumeurs rares, encore que, vous savez, ils ont fait des cohortes dans leur phase 1 ou dans leur protocole avec des cancers de l'anus, des tumeurs plus rares, des thymomes. Donc, il y a un intérêt, en fait, probablement scientifique. En France, il y aura un protocole axé, pembrolizumab, nivolumab, qui va proposer le pembrolizumab et le nivolumab à différentes corps de tumeurs rares, de patients avec des tumeurs rares. Donc vous connaissez le protocole accès, hein. Il y a accès crizotinib, accès vemurafenib, et l'idée c'est de proposer du pembrolizumab à des personnes s'il n'y a pas d'essai clinique disponible. Et donc compte tenu du rationnel dans les tumeurs épidermoïdes HPV de la verge, il y aura une cohorte pénis où l'idée c'est de traiter quoi? 20 patients, en fait de voir s'il y a des réponses. Donc en fait sur 20 patients on espère avoir 2 réponses, hein, parce s'il n'y a aucune réponse, ça va être compliqué. Et s'il y a des réponses, en fait l'idée c'est d'étendre les cohortes pour voir si on peut reproduire un certain bénéfice. Au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas en fait. On ne sait pas. Quand on discute avec des collègues internationaux, les gens ne vous disent pas que ça marche spectaculairement. Donc on va probablement avoir les mêmes taux de réponse que dans le cancer du col et le cancer de l'ORL. Donc vous voyez, il va falloir traiter beaucoup de gens pour un bénéfice qui est probablement assez mineur. Donc moi j'ai fini. Donc c'est une maladie rare. Je suis d'accord, en tant que chimiothérapeute, vous n'aurez probablement pas l'occasion d'en voir beaucoup, mais on vous sollicitera. Donc ça c'est aussi l'idée des tumeurs rares, c'est quand vous ne savez pas, il faut appeler les copains en fait, ou ceux qui savent en fait. Et en fait, même s'ils ne savent pas, il y a des personnes qui mettent en place des essais.
Il faut essayer d'éviter de faire du off-label, parce que, en fait, ça va probablement être de plus en plus surveillé. Deux, en fait, vous ne connaissez pas en fait, les effets des médicaments de thérapie ciblée. Il peut y avoir des effets neutres, il peut y avoir un effet délétère, en fait. Et donc, en dehors d'un essai clinique, c'est probablement non éthique de tester une thérapie ciblée si vous n'avez pas compris en fait, réellement son bénéfice. Donc, encore une fois, les inhibiteurs de Notch sont probablement un très bon exemple. L'autre exemple, c'est quoi de médicaments qui font exploser les tumeurs, qui font grossir l'immunothérapie. Je pense que vous avez tous lu le papier de Dr Stéphane Champion qui vient d'être publié. Qui l'a pas lu là dans la salle? Oh là 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 là. Donc il y a un publié récent, donc c'est très récent, on ne sait pas, hein, c'est une série unique de Gustave Roussy qui montre que sur des patients traités en immunothérapie en phase 1, il y a un certain nombre de patients qui progressent plus vite après les immunothérapies. Donc est-ce que c'est le hasard? Est-ce que c'est le fait qu'on a traité des patients trop tardivement ou qu'on les a pris malheureusement au mauvais moment? Mais il y a probablement dans notre expérience des patients qu'on aggrave avec les anti-PD1, PD-L1. Donc ça aussi c'est un argument contre le fait de traiter des patients en dehors d'essais cliniques. Et je pense qu'il faut essayer probablement de faire un portrait moléculaire des patients qui sont en bon état général. Donc il y a des patients qui sont jeunes et qui peuvent probablement être inclus dans des protocoles précoces de phase 1, sachant que c'est très difficile et je pense qu'on a une expérience récente au GETU d'un protocole de phase 2 qui n'a pas pu se faire à cause d'un problème de financement. Donc même si vous avez une bonne idée, le financement peut être un problème. Et puis il y aura donc ce protocole accès pembrolizumab. Donc vous savez, l'idée de ce protocole, c'est quand même de donner accès plus largement en dehors des essais cliniques plus restrictifs à des patients qui ont des maladies rares. Et donc ça sera probablement ouvert l'année prochaine. Donc là, c'est Lance Pagliaro et Andrea Necchi qui m'ont fourni quelques slides et l'équipe de Gustave aussi. Merci. Vous avez des questions? Roger, des questions? Toi qui es radiothérapeute. Non? On connaît la charge mutationnelle des cancers de sinus? Non, a priori, ils ne sont pas hyper mutés. Il n'y a pas de MSI. Et puis après, vous savez, le taux mutationnel est en train d'être remis en cause pour imaginer qu'on puisse répondre à l'immunothérapie. Donc, la première publication qui a été faite qui concernait les cancers du poumon, probablement que le taux de mutation était corrélé en fait, à un profil inflammatoire. En fait, il y a un rapport récent qui a été communiqué la semaine dernière là, au congrès STIC de l'immunothérapeute qui montre que les patients qui ont un cancer du poumon hypermuté sans infiltrat inflammatoire ne répondent pas. Donc les taux mutationnels, en fait, probablement que c'est pas un vrai biomarqueur. Après, vous savez, quand vous biopsiez une tumeur initiale primitive et 2-3 ans après chimiothérapie, en fait, vous montez son taux de mutation, naturellement. C'est pas du tout, sans forcément avoir un taux un infiltrat inflammatoire plus important. Donc probablement que le taux de mutation ne prend pas le bon biomarqueur. Probablement que le meilleur biomarqueur reste des réponses à l'immunothérapie. Le statut MSI, mais c'est très peu de patients. Et l'expression PD-L1 en fait. Probablement que l'expression PD-L1 en immunohistochimie tumorale est probablement le meilleur biomarqueur. Et donc dans le poumon, vous savez, en première ligne, l'immunothérapie fait mieux que la chimiothérapie chez les patients qui sont PD-L1 positifs, supérieur à 50%. Après, c'est une histoire de cut-off, c'est une histoire probablement de test. C'est clair que les cut-offs de 5%, 10% sont probablement pas assez sensibles. Vous avez une tumeur qui exprime plus de 50%, 80%, et c'est vrai dans la vessie, c'est vrai dans le mélanome, c'est vrai dans le poumon. Probablement que vous identifiez des patients qui répondent. Le taux mutationnel est probablement pas un très bon biomarqueur, puisqu'en fait, il n'est pas le reflet de ce qu'on appelle les tumeurs chaudes, entre guillemets, inflammatoires. Après, vous savez, le meilleur exemple de tumeur froide, vous savez ce que c'est? La prostate et le côlon MSS. C'est les deux tumeurs où pour l'instant les monothérapies ne marchent pas en fait. Donc taux mutationnel, il faut probablement qu'on n'a pas encore le vrai biomarqueur. Et donc dans cette tumeur en fait, du pénis, bon, le rationnel est plus lié en fait, à l'analogie qu'on fait avec les autres tumeurs. En fait. Cancer de l'anus, tumeur ORL. Et par contre le taux de réponse on connaît en fait. Il va être de 15 à 20% en fait. Donc les monothérapies vont probablement pas suffire et donc on s'oriente vers des combinaisons. Chimio plus immunothérapie, chimio plus rayon, immunothérapie plus rayon. Après, ça va être compliqué de motiver certains des essais académiques. Comprenez bien que les industriels ne pourront pas beaucoup s'intéresser. Je crois qu'il n'y a pas eu de vrai essai avec des anti-EGFR industriels. Donc, c'est peu probable qu'en fait, qu'il y ait des essais industriels, à part si vous avez un industriel qui est intéressé par des tumeurs HPV positives. En fait. Après, vous savez, quand on teste les tumeurs, alors je suis d'accord, on ne retrouve pas 100%. On retrouve 40% ou 50% d'HPV positifs dans les pénis.
Donc ça, il y a des tumeurs qui sont indépendantes d'HPV. Et probablement qu'il y a des tumeurs qui sont pas liées à HPV, donc ça sera pas tous les patients en fait. Sur les localement avancés, vous n'avez pas de questions? Parce que c'est ceux qui posent les problèmes. Après, c'est les problèmes de RCP, alors je vais pas dire hebdomadaire, mais quasi tous les mois, il y en a un qui arrive et là, on fait, oh là là. On peut pas l'appeler Cyrus ou. On n'a pas les réponses. On n'a pas les réponses. Donc après, c'est des prises en charge complexes, ce qu'on appelle multimodales. Hein. Donc souvent, en fait, on a un traitement du primitif. Donc c'est là où on appelle nos collègues radiothérapeutes ou chirurgiens. Chimiothérapie préopératoire, et après on rediscute du traitement local. Donc là, c'est des stratégies à viser entre guillemets curatives. Après, vous avez vu, les taux de réponse sont assez satisfaisants, entre guillemets. Par contre, les patients rechutent souvent. Donc les taux de guérison sont très, très, très faibles. Donc ça, c'est important dans la discussion que vous avez avec les patients. La plupart, malheureusement, de ces patients, localement avancés, ne seront pas guéris, en fait. Donc ça change un peu la discussion que vous pouvez avoir avec eux. Hein. C'est une question hors immunothérapie, mais est-ce qu'il y a des essais académiques de biomarqueurs hors pénis? Sur le pénis? Non, c'est hors pénis. Est-ce qu'il y a des essais académiques sur les biomarqueurs type, je pense, des marqueurs type immunoscore, mais qui seraient adaptés Pas encore, à ma connaissance. des marqueurs connus comme primitifs de réponse? Bon. Après, vous savez, pour l'instant, il n'y en a pas vraiment. Probablement que le premier va probablement être l'expression de PDL1. Après les autres, donc il n'y a pas d'essai à ma connaissance. Il y aura probablement, alors je pense que ça peut intéresser un certain nombre d'industriels ou même probablement d'académiques de faire des essais où ils essaient d'enrichir les populations, mais pour l'instant c'est loin d'être évident. Parce qu'il y a des trucs automatisés maintenant. Oui, mais après le problème c'est pas parce qu'en fait il faut avoir une corrélation entre tel et tel biomarqueur et un traitement. Pour l'instant on ne sait pas. On sait pas. Bon. Ok.